Une fillette dit à sa maîtresse qu'elle a vu l'homme du sous-sol. Lorsqu'il vérifie, il découvre quelque chose d'horrible. La phrase résonna dans les couloirs glacés de l'école Sainte-Claire comme un coup de tonnerre annonçant la tempête. Madame Roche, professeure de littérature, cessa de corriger ses copies lorsque la petite Héloïse, âgée de seulement 7 ans, tira sur sa jupe avec des yeux écarquillés et lui chuchota ces mots. On ne savait pas grand-chose de la fillette. Elle avait été transférée après un incident familial à Toulouse et vivait depuis sous la tutelle d'une tante recluse. Héloïse était pâle, silencieuse, et ses dessins d'enfants montraient toujours des silhouettes sombres et des portes entr'ouvertes. Mais ce jour-là, son regard avait quelque chose de différent. Ce n'était pas de la peur. C'était de l'urgence. La professeure tenta d'esquiver avec un sourire, pensant à un excès d'imagination. Mais quelque chose dans la voix de l'enfant rauque, presque tremblante, la fit changer d'avis. Il pleurait et il m'a demandé de l'aider. C'était la fin de l'hiver à Lyon, et le sous-sol de l'école, scellé depuis des décennies, n'était qu'une légende parmi les enfants. On disait qu'il avait été fermé après un étrange incendie dans les années 60, lorsque le concierge disparut sans laisser de traces. Madame Roche hésita, regardant par la fenêtre comme si elle cherchait une permission invisible dans le ciel gris. Finalement, elle appela le directeur. Alors qu'il descendait les marches humides et couvertes de poussière menant à l'ancienne porte de fer, Héloïse tenait fermement la main de sa maîtresse. Le directeur Deschamps, homme sceptique et pragmatique, levait les yeux au ciel à chaque pas. C'est absurde. Aucun enfant ne devrait jouer avec de telles histoires. Mais la vieille clé, jamais utilisée, tourna comme si elle avait été huilée la veille. Une odeur de moisie et de rouille explosa de l'obscurité, suivie d'un gémissement presque humain. Un frisson parcourut l'échine de la professeure. Quelque chose ou quelqu'un les attendait là-dedans. Lorsqu'ils allumèrent leurs lampes, ils virent les marques sur les murs, des griffures désespérées, des mots mal écrits, des noms, et un vieux matelas dans un coin. Dessus, une silhouette maigre, recroquevillée, couverte de haillons et de poussière, tremblait avec des yeux aussi grands et écarquillés que ceux d'Héloïse. C'était un homme vivant. Mais comment? Le silence envahit le sous-sol pendant ce qui sembla une éternité, jusqu'à ce que l'homme murmure. Elle m'avait promis qu'elle reviendrait. Madame Roche recula, le souffle aux coupes. La fillette s'avança vers lui et s'agenouilla. « Je suis revenu, papa !» Le monde de la professeure s'écroula. Ce qu'Héloïse venait de révéler dépassait l'entendement. Qui était cet homme? Comment avait-il survécu si longtemps ici? Et surtout, comment une enfant si jeune pouvait-elle connaître le secret le plus obscur de l'école, un secret enfoui bien avant sa naissance? Madame Roche sentait qu'une force plus grande, quelque chose de macabre, se cachait derrière cette rencontre. Et qu'en ouvrant cette porte, ils avaient peut-être libéré bien plus qu'un homme oublié. Son nom était Antoine Moreau, et selon les archives scolaires, il avait été déclaré disparu en 1967, un concierge gentil connu pour sa bienveillance envers les enfants et pour jouer de l'accordéon pendant les récréations. Lorsqu'il disparut, certains disaient qu'il était parti avec une amante. D'autres pensaient qu'il s'était suicidé dans un deuil silencieux. Mais personne n'aurait imaginé qu'il était là, sous les pieds de l'école, oublié comme un vieil objet. Madame Roche ne pouvait détacher son regard du sien, ce regard que seuls ceux qui ont tout perdu peuvent porter. Héloïse, elle, agenouillée à ses côtés, murmurait des mots doux qui semblaient des souvenirs qui ne pouvaient pas lui appartenir. « Tu chantais pour moi quand il pleuvait, tu te souviens ?» Elle le touchait avec une tendresse troublante, comme si elle reconnaissait son âme par instinct. La professeure observait, tentant de garder raison, mais ses émotions frappaient comme des vagues contre un rocher. Elle commençait à douter de tout ce qu'elle savait. Comment cet enfant pouvait-elle connaître des détails si intimes? Il y avait là quelque chose de surnaturel ou de tragique. Ce soir-là, tandis que les ambulanciers emmenaient Antoine à l'hôpital, Madame Roche resta seule à l'école. Les ombres semblaient plus épaisses que jamais et chaque recoin exhalait une culpabilité oubliée. En fouillant les vieux dossiers, elle trouva une photographie en noir et blanc. Le concierge souriait, tenant un nouveau-né dans ses bras. Au dos, une note à l'encre bleue. « Pour Héloïse, ma petite lumière. » Le cœur de la professeure manqua un battement. L'écriture, c'était la même que celle de la fillette. Le choc ne venait pas seulement de la coïncidence, mais de l'impossibilité. Héloïse ne pouvait pas être la fille d'Antoine. Il avait disparu des décennies avant sa naissance. Et même si c'était le cas, pourquoi serait-elle ici, dans cette école? Pourquoi parlait-elle comme si elle avait vécu une autre vie? Une visite inattendue le lendemain apporta de nouvelles pièces au puzzle. Madame Delphine, ancienne directrice et l'une des rares encore en vie depuis les années 60, demanda à voir l'enfant. En entrant dans la pièce, elle pâlit et laissa tomber sa canne. « Mon Dieu !»
Elle est le portrait craché de Lucille. Lucille, la fille d'Antoine, morte à 5 ans dans un incendie, le même qui aurait détruit une partie de l'école et conduit le concierge au désespoir. Madame Roche sentit un froid lui transpercer la poitrine. La ressemblance n'était pas seulement physique. C'était comme si Héloïse portait l'âme de l'ancienne fillette, comme si les échos du passé réclamaient leur dû. Les larmes de Delphine en furent la confirmation. La professeure ne savait plus si elle faisait face à une sinistre coïncidence ou à quelque chose de plus profond, de plus spirituel. Mais elle en était certaine, la vérité n'avait pas encore été entièrement révélée. Antoine Moreau n'était ni un fantôme ni une figure oubliée du passé. C'était un homme réel, de chair, d'os et d'une histoire étouffée par des décennies de silence. Ce que personne ne savait, c'est qu'en 1986, lors de la rénovation de l'école, une erreur administrative l'avait condamné à vivre dans les sous-sols. Après un effondrement psychologique causé par un deuil et une culpabilité insupportable, Antoine s'était réfugié dans la cave qu'il avait lui-même contribué à construire et il y était resté. Certains savaient, d'autres avaient choisi de ne pas voir. La bureaucratie et l'abandon avaient fait le reste. Il était plus facile de ne pas poser de questions. Ce que personne n'attendait, c'était qu'Héloïse, une fillette qui ne l'avait jamais connu, serait la première à le remarquer. Elle ne l'a pas reconnu avec ses yeux, elle l'a reconnu par la douleur. Héloïse était venue à Lyon après avoir perdu ses parents dans un accident de voiture. Elle vivait avec sa tante, une femme sèche, trop absorbée par sa propre survie pour offrir de l'affection. À l'école, elle ne parlait presque jamais, jusqu'au jour où, en dessinant pendant la récréation, elle entendit un bruit venant de la trappe. Des pleurs, un murmure, peut-être un reflet d'elle-même. Et c'est ainsi que les deux se sont trouvés. Pendant qu'Antoine se remettait à l'hôpital, Héloïse commença à rendre souvent visite à Madame Roche. L'enseignante, qui croyait jusqu'alors n'être qu'éducatrice, se retrouva dans le rôle de gardienne, de confidente, sans s'en rendre compte, aussi de guérisseuse de ses propres blessures. À 42 ans, sans enfant, sans mariage, elle avait dédié sa vie à l'enseignement, mais n'avait jamais appris à combler son propre vide. En écoutant les récits fragmentés d'Héloïse, elle se vit dans cette fillette silencieuse qui attendait simplement que quelqu'un reste. Le directeur Deschamps, autrefois sceptique, se mit à consulter les archives de l'école avec plus de sérieux. Il découvrit des rapports ignorés, des plaintes étouffées et des lettres d'Antoine restées sans réponse. « Je voulais juste que quelqu'un me voie », disait l'une d'elles, écrite en 1989. L'école, symbole d'apprentissage, révélait maintenant ses propres péchés d'omission. L'affaire attira l'attention des médias, mais pour ceux qui étaient impliqués, il ne s'agissait pas de gros titres, il s'agissait de reconstruire des vies oubliées dans le silence. Par un dimanche pluvieux, Antoine revint à l'école, accompagné d'Héloïse et de Madame Roche. La visite n'était ni une cérémonie ni une interview. Elle était intime. Il marcha lentement dans la cour vide, regarda les fenêtres, toucha les murs. Puis, d'une voix faible, il dit « Je suis encore ici ». Héloïse lui prit la main. Pour la première fois, non pas comme une enfant demandant de l'aide, mais comme quelqu'un qui console un autre qui a aussi souffert. À ce moment-là, tous les regards se croisèrent. Il n'y avait plus de secret. Juste 3 personnes, unies non par le sang, mais par la douleur et l'espoir d'être enfin vues. Antoine passait ses journées en silence dans la petite chambre de la clinique publique, une lumière douce filtrant par la fenêtre. Chaque matin, Héloïse arrivait avec ses cahiers et un livre sous le bras. Elle lui lisait d'une voix douce, comme si les mots formaient un pont entre 2 vies qui n'auraient jamais dû se croiser. Madame Ross se demandait parfois pourquoi cette fillette insistait-elle autant. Mais au fond, elle savait. Héloïse voyait en Antoine ce que le monde entier ignorait en elle, le besoin urgent d'être reconnue. Pendant les visites, Madame Roche observait plus qu'elle ne parlait. Le lien entre les deux se transformait sous ses yeux. Ce n'était pas une relation de grand-père et petite-fille, ni de victime et sauveuse. C'était plus profond, 2 solitudes qui avaient trouvé refuge l'une en l'autre. Antoine, peu à peu, recommença à parler. Il racontait des fragments de son histoire, comment il avait perdu sa fille dans un incendie qui l'avait détruit de l'intérieur, comment la douleur l'avait aveuglé au point de ne plus pouvoir sortir de là. Chaque phrase lui coûtait, mais le libérait. Héloïse écoutait sans juger, car elle aussi savait ce que cela signifiait de perdre ses repères. Un après-midi, Madame Roche emmena Héloïse boire un chocolat chaud. Elles s'assirent dans un petit café de la rue des Marronniers. La fillette remuait la boisson avec sa cuillère, sans regarder la professeure dans les yeux. « Vous croyez que je suis bizarre ?» La question vint sans prévenir, mais avec une douceur qui transperçait. Roche inspira profondément avant de répondre. « Non, Héloïse, je pense que tu fais partie de ces rares personnes qui ressentent le monde plus fort qu'ils ne l'autorisent. » La fillette ne dit rien,
mais un petit sourire naquit au coin de ses lèvres. Ce fut la première fois qu'elle se sentit comprise. Dans les jours suivants, des lettres commencèrent à apparaître. Petites, pliées en 4, laissées par Héloïse près du lit d'Antoine. C'étaient des messages écrits à la main, accompagnés de dessins délicats d'arbres, d'étoiles et de mains entrelacées. Aujourd'hui, je me suis senti moins seul. J'ai pensé à toi en regardant le ciel. Est-ce que les gens gentils font aussi des erreurs? Antoine lisait chacune d'elles avec les yeux humides. Et pour la première fois depuis des décennies, il commença à écrire en retour. Son écriture était tremblante, mais assurée. On ne choisit pas quand on se brise, mais on peut choisir qui nous aide à recoller les morceaux. Il n'y eut pas de miracle. Antoine avait encore des jours sombres. Héloïse se réveillait encore parfois en pleine nuit, le cœur serré par l'absence de ses parents. Et Madame Roche, au milieu de tout cela, faisait toujours face à ses propres silences. Mais il y avait désormais quelque chose de nouveau entre eux. Un courant d'affection discret, une forme d'amour qui ne nécessitait pas de lien de sang. Juste une présence. Et, surtout, une écoute. C'était là, dans cette étrange construction de tendresse, que chacun d'eux commençait, peu à peu, à respirer à nouveau. Le printemps est arrivé comme s'il demandait la permission, peignant les murs de l'école de lumière et d'espoir. Héloïse semblait grandir un peu chaque semaine, non en taille, mais en présence. Elle souriait plus facilement, osant enfin regarder Madame Roche dans les yeux sans peur de disparaître. En classe, elle s'est mise à écrire de courtes histoires, presque toujours avec des personnages solitaires qui, à la fin, trouvaient quelqu'un. Un lapin vivant dans un terrier, visité par un oiseau. Une pierre qui plairait jusqu'à ce qu'une fleur pousse sur elle. Des histoires qui parlaient d'elle sans jamais la nommer. Antoine, au fil des mois, a retrouvé une partie de sa santé, mais ne voulait pas revenir à son ancienne vie. Il disait que le monde extérieur lui était devenu étranger. Il voulait apprendre à vivre hors du sous-sol, oui, mais pas comme avant, et jamais seul. Les services sociaux ont suggéré un foyer, mais il a gentiment refusé. « J'ai déjà vécu dans un abri trop longtemps », a-t-il dit. C'est Madame Roche qui a proposé une solution discrète, une petite chambre à l'arrière de sa propre maison. Rien d'officiel, rien de charitable, juste une manière de continuer à dire « tu comptes ». Un dimanche comme un autre, Héloïse est arrivée avec une boîte en carton. À l'intérieur, un vieux cahier de son père que sa tante avait oublié dans le grenier. Antoine l'a reconnu immédiatement. C'était le même modèle qu'il utilisait dans les années 70. En l'ouvrant, il y a trouvé quelque chose d'inattendu, une vieille photo de Lucille, sa fille, avec une dédicace écrite par Héloïse. Pour Antoine, merci de m'avoir rappelé l'amour. Il n'a pas pu retenir ses larmes. Il ne s'agissait pas de croire en la réincarnation ou au destin. Il s'agissait de reconnaître que, parfois, la vie offre une nouvelle chance d'aimer, sous une autre forme, dans un autre temps. Madame Roche s'est mise à écrire elle aussi. De petits textes dans son journal où elle réfléchissait à la solitude des enfants, à la froideur des adultes et à l'importance d'être présent même quand on ne sait pas quoi dire. Je n'ai jamais compris ce qui me manquait. Aujourd'hui, je vois qu'était simplement ça, avoir quelqu'un à qui prendre soin. Elle a compris qu'enseigner va au-delà du tableau noir. C'est être là quand plus personne ne l'est. Et peu à peu, elle-même s'est ouverte au monde. Elle participait à des rencontres d'enseignants, donnait de petites conférences sur l'éducation émotionnelle. Elle était vivante. Et plus encore, elle était entière. Lors de la cérémonie de fin d'année, Héloïse a lu un texte sur scène. Les choses importantes ne se crient pas. Parfois, elles sont murmurées dans l'obscurité. La salle est restée silencieuse. Antoine l'observait depuis le premier rang, les mains croisées sur les genoux. Madame Roche à ses côtés, les yeux embués. Il n'y eut ni applaudissements euphoriques, ni musique de fond. Juste le son du vent entrant par les fenêtres ouvertes. Et là, dans cet instant où tout semblait trop calme, chacun d'eux a su. Le silence qui était autrefois douleur était maintenant paix. 3 ans se sont écoulés depuis qu'Héloïse a tiré la jupe de Madame Roche et murmuré, les yeux grands. Il y a un homme dans la cave. Aujourd'hui, cette phrase semble appartenir à une autre vie, et c'est peut-être bien le cas. L'école est toujours au même endroit, avec ses murs hauts et ses larges fenêtres, mais il y a désormais plus de couleurs dans les couloirs. Une fresque réalisée par les enfants montre de petits dessins avec la phrase « Chaque histoire a besoin de quelqu'un pour l'écouter ». Héloïse, maintenant âgée de 10 ans, est l'une des meilleures élèves en rédaction. Et aussi la plus gentille avec les camarades qui arrivent en silence. Antoine vit à l'arrière de la maison de Madame Roche, dans une annexe rénovée avec des meubles simples, de vieux livres et un jardin d'herbes qu'il cultive lui-même. Il passe ses après-midi à lire,
à écrire des lettres à lui-même et parfois à jouer de la guitare pour les voisins. Il ne porte plus la honte qu'il avait enfermée. Il a appris à se pardonner, même sans oublier. Quand on lui demande pourquoi elle a choisi de vivre à nouveau, il répond avec sérénité. Parce qu'une petite fille a cru que j'étais encore quelqu'un. Et cela, pour lui, suffisait. Madame Roche, quant à elle, a trouvé une nouvelle raison de continuer. Non pas qu'elle n'en ait jamais eu, mais maintenant, elle comprend que l'amour, c'est aussi apprendre à ne pas tout contrôler. Elle a créé un club de lecture et d'écriture émotionnelle à l'école où les enfants peuvent exprimer ce qu'ils ressentent sans crainte de se tromper. Elle est devenue une référence silencieuse, admirée non pour son autorité, mais pour sa présence bienveillante. En parlant d'Héloïse, elle sourit avec les yeux et dit « Elle ne m'a pas sauvé, mais elle m'a réveillé. » Parce que parfois, se réveiller, c'est tout ce dont on a besoin pour recommencer. La tante d'Héloïse, en remarquant la transformation de la fillette, a elle aussi commencé à changer. Pas de manière soudaine, mais comme quelqu'un qui comprend. Peu à peu, qu'être adulte ne signifie pas seulement protéger, mais aussi apprendre de ce dont on prend soin. Aujourd'hui, elle assiste aux réunions scolaires, demande à lire les rédactions d'Héloïse, et une fois par mois, elle dîne avec Antoine et Madame Roche. Elle reste une femme dure, au discours rapide et aux pas assurés. Mais désormais, elle écoute plus qu'elle ne parle. Et cela, pour Héloïse, est déjà un miracle. Un après-midi, alors qu'il regardait le coucher du soleil dans le jardin, Héloïse a demandé « Tu crois que les mauvaises choses finissent par passer ?» Antoine a réfléchi un moment, puis a répondu « Non, certaines restent pour toujours. Mais on change la manière de les porter. » Héloïse acquiesce. Après tout cela, elle savait que la douleur ne disparaît pas, mais elle peut devenir un pont, et non une prison. Car au fond, ce ne sont pas les traumatismes qui définissent qui nous sommes, mais les mains qui nous aident à les traverser. Parfois, la douleur qu'un enfant porte est si silencieuse que le monde ne l'entend pas. Et puis, tout change quand quelqu'un simplement s'approche. Écoute, reste. L'histoire d'Héloïse, Antoine et Madame Roche ne parlent pas de fins heureuses, mais de recommencements possibles. De ce qui se passe quand on cesse de juger et qu'on commence à comprendre. Quand on arrête de demander « Qu'est-ce qui ne va pas ?» et qu'on commence à demander « Qu'as-tu ressenti ?» Parce qu'au fond, nous avons tous été, à un moment donné, l'enfant silencieux, l'adulte épuisé, ou le vieillard oublié dans un coin de la vie. Et ce qui nous a sauvés ou peut nous sauver, c'est toujours la même chose, un geste de présence, un lien, une tendresse inattendue. Si cette histoire vous a touché d'une quelconque manière, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous, qui a été votre Madame Roche? Qui a été votre Antoine? Ou qui avez-vous choisi d'accueillir dans votre vie? Votre commentaire pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Laissez un like si vous aimez les histoires de notre chaîne. Si le bouton « Y part » est disponible, cliquez dessus. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'une dose d'humanité. Et abonnez-vous à la chaîne, car ici, chaque histoire a une âme. Et toute âme mérite d'être entendue. Et vous, d'où regardez-vous notre histoire?